C'est bon. Bonjour à tous, désolé pour le retard, on a eu des petites difficultés avec le PC. Donc, je m'appelle Loïc Jardin, je suis architecte d'entreprise pour Thales Digital Solutions. C'est donc une entité de Thales qui est basée à Québec et à Montréal. Et cette entité est chargée en fait d'apporter l'innovation et de supporter la transformation digitale dans le groupe Thales. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait pourquoi on fait cette transformation digitale dans notre groupe, pourquoi on est challengé en fait depuis l'extérieur, quel type de solution on doit mettre en place pour y faire face, et donc en particulier le concept de digital platform. Ok. Donc pour commencer, en fait, on va s'intéresser aux entreprises digitales qui ont disrupté un certain nombre de marchés. Donc sur cette slide, en fait, on voit donc un certain nombre d'entreprises. Je pense que vous connaissez très bien ces entreprises. À votre avis, en fait, qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Sur une plateforme, oui. En termes de services. En fait, toutes ces entreprises fournissent un service accessible en ligne, en fait, depuis Internet. Et donc chacune de ces entreprises en fait a disrupté un marché. Donc si on prend en fait quelques exemples, par exemple Booking, à l'époque, dans le passé, on allait dans une agence de voyage, on allait on allait au guichet, on avait une vendeuse qui nous conseillait en fait sur des billets d'avion, des hôtels, sur le séjour, la qualité de notre séjour, quel type de format on voulait. Maintenant, en fait, avec Booking, Airbnb, depuis chez nous, depuis un service, donc accessible depuis Internet, en fait, on arrive à un portail et en fait on est guidé pour faire en fait, programmer son propre voyage sur mesure, probablement avec un meilleur choix, avec des prix qui sont souvent en dessous. Donc si on a un profil, on est capable d'avoir des services qui sont personnalisés. On va avoir la même chose par exemple avec Spotify pour la musique. À l'époque, on achetait des CD, des cassettes, des platines. Et donc on gardait ça chez nous, on faisait des collections, on était très fiers de notre collection. Aujourd'hui, en fait, avec Spotify, on va juste consommer un service de musique. On a un accès en fait à toutes les musiques qui sont donc hostées sur ce type de plateforme. Et donc, ça a transformé complètement la manière de consommer la musique. On a également aussi, par exemple, Amazon. Amazon, historiquement, on allait dans notre librairie, voir notre libraire, il nous conseillait en fait sur un roman qui pouvait nous plaire, ou une encyclopédie, ou un livre qui était qu'on pouvait conseiller par rapport à notre profession, par rapport aux études qu'on faisait. Aujourd'hui, ça a été complètement disrupté aussi par Amazon, où en fait, c'est préférable d'aller directement sur la plateforme d'Amazon. On a un meilleur choix, c'est livré quasiment le lendemain. C'est très très facile, en 2 clics, on est capable d'avoir une commande. Donc en fait, la plupart des gens en fait, finissent par se tourner vers l'ensemble de ces services qui sont accessibles en ligne, plutôt que de se déplacer en fait, physiquement dans un magasin, dans un store, pour accéder en fait, à un service à l'époque qui était un peu plus physique, un peu plus personnalisé, un peu plus humain. Mais c'est assez intéressant en fait, de voir comment ces différents acteurs qu'on ne connaissait pas en fait, il y a 20-30 ans en fait, ont complètement disrupté la manière dont on consomme des services aujourd'hui. Donc, on peut s'intéresser maintenant, donc un schéma très très connu, à finalement comment en fait ces entreprises digitales ont réussi à disrupter leur marché. C'est quoi en fait leur élément clé? Pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Et aussi pourquoi des entreprises un peu plus legacy, un peu plus traditionnelles sont fait en fait dépasser. Depuis qu'on vend du service, donc accessible en ligne, accessible depuis Internet, en fait, on se tourne de plus en plus vers du digital, vers du logiciel. Un logiciel, c'est probablement beaucoup plus facile à développer, beaucoup plus facile à mettre à jour, beaucoup plus facile à customiser qu'un store ou un magasin physique. Un magasin physique, pour changer un concept de store, ouvrir un nouveau magasin, ça prend des semaines, des mois, voire des années. Aujourd'hui, en fait, un logiciel, rajouter une feature, corriger un bug, apporter une nouvelle fonctionnalité, c'est une question donc, de développement, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais ensuite, le mettre à jour et corriger les bugs, ça va très très vite. C'est une question de minutes, de jours. Donc en fait, ce qu'on voit là, sur ce schéma-là, c'est c'est très très connu, je pense qu'il y a eu beaucoup de conférences aujourd'hui qui ont parlé de ce sujet, c'est, donc vous voyez la croissance qui est linéaire, ça c'est plutôt les entreprises traditionnelles qui vont mettre en place la R&D, l'innovation en interne et qui vont
pas à pas, construire en fait leur solution, leur offre et fidéliser des clients. Une entreprise digitale qui va tenter de disrupter, elle va partir très très bas en fait. Elle va probablement pas connaître les utilisateurs, elle va pas connaître son segment, elle n'a pas d'asset technologique qui va complètement changer en fait la donne. En revanche, elle va tester. Elle va apporter des fonctionnalités, elle va tester en fait le comportement des utilisateurs et au fur et à mesure, en testant des features, en testant des nouvelles fonctionnalités pour des nouveaux utilisateurs, changer aussi la manière de présenter ces fonctionnalités qui étaient présentées de manière traditionnelle. En fait, elle va progressivement chercher de l'attraction vers les utilisateurs, apprendre du domaine, apprendre des utilisateurs, et au final, elle finit par, en apprenant, croître progressivement, jusqu'à en fait, à un moment donné, arriver au même moment que les entreprises traditionnelles. Donc les entreprises traditionnelles peut-être connaissent mieux le marché, mieux les utilisateurs, mais ont un temps de retard pour délivrer des fonctionnalités à ces utilisateurs qu'ils connaissent bien, alors qu'une entreprise disruptive, elle va peut-être pas connaître autant qu'une entreprise traditionnelle. En revanche, elle a une capacité à apporter ses features beaucoup plus vite. Et donc en fait, quand on arrive donc au fameux moment où les courbes se croisent, en fait, l'entreprise traditionnelle, comme aujourd'hui, Thales fait partie de ces entreprises, elle est complètement perdue. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui nous concurrencent sur un certain nombre de marchés et qui sont capables en fait, de quasiment délivrer les mêmes fonctionnalités, moins chères et beaucoup plus vite. Donc en fait, c'est ça quand on parle de transformation digitale et en fait, de disruption, c'est vraiment ça dont on parle. C'est de passer d'un marché, d'un service plutôt physique, matériel, qui met du temps à évoluer, à quelque chose de beaucoup plus digital, du software, qui est plus facile à mettre à jour, qui est plus facilement customisable. Et donc en fait, à un moment donné, on rattrape la connaissance seule du marché des utilisateurs. Une autre variable qui est assez intéressante, c'est la vitesse d'adoption. En fait, sur les technologies qu'on avait au début du siècle passé, avant, antérieur, dans les années 1900, c'était le téléphone, l'électricité, la voiture, ça a mis 20, 30, 50, 100 ans en fait, à être adopté. Aujourd'hui, quand on regarde de plus en plus avec les technologies qu'on a, donc les PC, les téléphones, vous avez certainement des smartwatches et des applications aussi mobiles, en fait, la vitesse d'adoption est très 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 rapide. Est-ce que vous connaissez Pokémon Go? C'est une application en fait mobile où il faut se balader, attraper des Pokémon. C'est pas trop mon délire, mais c'est super super connu. Il y a une métrique qui est en fait l'adoption des utilisateurs, c'est le temps qu'on met à avoir 50% des utilisateurs qu'on avait targetés au départ. Pokémon Go, c'est 14 jours. Ils ont mis en fait 14 jours à avoir 50% de les utilisateurs qui ciblaient en utilisateurs actifs. Donc en fait, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que la capacité à fournir des fonctionnalités très très rapidement à des utilisateurs est un élément clé en fait pour pouvoir gagner des parts de marché, conquérir des utilisateurs et aussi chercher de l'attraction de ces utilisateurs. Okay. Donc, on a parlé en fait des entreprises assez digitales qui disruptaient ce marché. Maintenant, on peut s'intéresser en fait à la recette miracle en fait. Donc, en tout cas, c'est quoi les éléments qui se ressemblent en fait entre toutes ces entreprises digitales qui disruptent leur marché? Le premier, donc, c'est une citation de Jeff Bezos, c'est vraiment concentré sur l'expérience utilisateur. C'est vraiment un élément clé. Ça paraît débile, illusoire, mais c'est vraiment, vraiment super important. Aujourd'hui, on est dans une entreprise où il faut qu'on définisse une roadmap produit pour plusieurs mois, plusieurs années, avec le détail de features qu'on va implémenter pas à pas. Aujourd'hui, en fait, avec ce type pas de doctrine, mais de règles à suivre, en fait, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une roadmap très très précise à 4 ou 5 ans pour qu'est-ce que sera notre produit à 4-5 ans. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser en fait à des KPI de succès pour regarder si une feature est utilisée ou pas utilisée. Par exemple, aujourd'hui, chez Thales, nous, on regarde beaucoup en fait le nombre d'utilisateurs actifs. Quand on développe un nouveau produit, une nouvelle feature, on a un certain nombre de métriques qui nous permettent de traquer le nombre d'utilisateurs qui utilisent vraiment cette feature. Et ça nous permet en fait de soit mettre à la poubelle une feature ou au contraire conserver une feature mais la faire évoluer. Et c'est la tendance qui va nous intéresser. Donc ça, c'est vraiment une métrique qui est ultra pertinente. La deuxième,
c'est plutôt que de faire le traditionnel cycle en V qu'on connaît bien dans la plupart de nos entreprises quand on fait de l'ingénierie, Thales en fait partie. Là, l'idée, c'est plutôt d'adopter en fait une approche scientifique. En fait, on va faire une hypothèse. Une hypothèse, donc souvent, c'est est-ce que mon produit ou ma feature, elle est désirée? Donc, est-ce que j'ai des utilisateurs? Est-ce que ces utilisateurs recherchent en fait cette feature? Ensuite, est-ce que c'est viable? C'est-à-dire économiquement, en fait, est-ce que le développement de cette feature va être intéressant économiquement en fait? Est-ce que ça va rapporter de l'argent à l'entreprise? Et ensuite, il y a la faisabilité. La faisabilité, souvent, c'est quand même plutôt technique, c'est-à-dire c'est aussi du légal. C'est est-ce que en fait, on est en train de développer une feature, un produit sur des données qu'on a le droit d'utiliser? Est-ce que le niveau de confidentialité de ces données est légitime? Et est-ce que en fait, on n'est pas en train d'aller à l'encontre en fait, de certaines lois, en fait, notamment sur les données personnelles, etc. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'adopter donc, une approche scientifique. On fait une hypothèse, donc c'est quelque chose qui est désiré par les utilisateurs, qui est faisable et qui est économiquement viable. Ensuite, en fait, on va implémenter cette hypothèse pour vérifier en fait, si elle a du sens, pas de sens. Et ensuite, on est dans une phase d'observation où on va adapter cette feature. Soit on la met à la poubelle, soit on va l'adapter. Aujourd'hui, on a une Digital Factory. On développe en fait, on traduit en fait ce concept-là au travers des MVP, Minimum Viable Product. L'idée, c'est pas de construire une solution qui fait tout en cible. L'objectif, c'est vraiment de concevoir un tout petit produit, vraiment avec quelques features, et regarder en fait tout de suite si on a de la traction avec les utilisateurs ou pas. Et enfin, donc là c'est plutôt sur la partie en fait business model et qu'est-ce que c'est le concept d'économie de plateforme et de digital, de plateforme, de business platform model. Donc là, ici, là, à gauche, le schéma, on a la Magic Wheel d'Amazon. Donc en fait, cette Magic Wheel, elle explique en fait comment Amazon a imaginé en fait la croissance dès le départ. Sur quoi ils sont focalisés? Est-ce que c'était plutôt le business, les utilisateurs? En fait, Amazon, au départ, ils se sont intéressés en fait à la user experience. L'objectif, c'était vraiment que les utilisateurs arrivent sur un portail et ce soit très simple. On commande en un clic, on se fait livrer en un jour. Il y a des choix qui sont suggérés. C'est vraiment l'élément principal et le point de départ. S'il n'y a pas de satisfaction utilisateur, aujourd'hui, en fait, il y aura plusieurs offres en fait, concurrentes et donc on va perdre les utilisateurs qui vont aller chercher un portail, un service qui est exprimé par le concurrent. Donc première idée, user-centrique, l'expérience utilisateur. Ensuite, si on a de l'expérience utilisateur, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait le nombre d'utilisateurs actifs qui augmente. Donc on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont aller sur cette plateforme, qui vont consommer notre service, et donc ça va générer du trafic. Si on a du trafic, en tout cas sur Amazon, il va y avoir des vendeurs qui vont être intéressés par la plateforme. Parce qu'ils vont pouvoir en fait augmenter leur volume de vente, ils vont avoir des profils qu'ils ne pouvaient pas targeter en fait, sur leur magasin physique. Et parfois, surtout Amazon, en plus sur par exemple les livres, on a des livres qui sont un peu spécifiques, qui ne satisfont pas à 100% de la population. Donc si on a du trafic avec des gens qui ont un profil un peu atypique, ça me permet en fait d'augmenter les ventes. Donc globalement, on a donc le nombre de vendeurs qui va augmenter. Et si le nombre de vendeurs augmente, nécessairement en fait, on va avoir une sélection qui est un peu plus importante. Okay, et si on a une sélection plus importante, on peut s'attendre légitimement en fait, à avoir une meilleure satisfaction client et une user experience qui est plus importante. Donc en fait, l'idée c'est de boucler plusieurs fois. Et en fait, au bout d'un certain temps, on va avoir l'écosystème qui va grossir avec les utilisateurs, l'offre, les vendeurs, le trafic. Et donc on peut s'attendre en fait, à avoir une baisse des coûts d'infrastructure et globalement des prix du service qui vont diminuer. Tout ça, en fait, c'est le concept donc, de business platform. Et donc, en fait, ce concept de business platform, il est basé sur 3 piliers, 3 règles. Le premier, c'est d'abord, plus que possible, apporter des features, faire du logiciel. C'est le point de départ. Le deuxième, c'est de faire donc plutôt ce qu'on dit, product-based. L'idée, c'est de ne pas faire quelque chose qui est spécifique à un utilisateur ou à une compagnie. Dans Thales, nous, on est très fort pour faire des boîtiers, des solutions qui sont spécifiques à des utilisateurs. Donc en fait, on se retrouve avec une roadmap produit, plein de roadmap produits
qui sont alignés en fait avec l'ensemble de nos clients, et ça devient un enfer en fait à gérer pour apporter des fonctionnalités et maintenir l'intégralité de ces solutions. Donc un des principes, c'est donc de faire un produit. On peut bien entendu utiliser le concept de multi-tenant, mais l'idée c'est d'avoir une seule roadmap produit pour apporter des fonctionnalités régulièrement sans devoir gérer en fait des branches très très différentes et des lignes produits qui peuvent parfois diverger. Et le troisième, qui est une partie très très intéressante, qu'on essaie de développer de plus en plus avec Thales, c'est d'utiliser en fait des écosystèmes de partenaires. Donc c'est-à-dire que si on a des partenaires qui ont de la data, qui ont déjà de la plateforme, qui ont déjà un certain nombre de knowledge, on va essayer en fait de faire un sorte d'échange sur la data. Nous, on peut avoir de la data, un autre concurrent peut avoir de la data, et en fait à la fin, on peut créer des applications ou des business qui vont utiliser les deux types de données. L'objectif, en fait, c'est de les agréger pour apporter une nouvelle user experience, justement, quelque chose qu'on ne va pas avoir chez le concurrent. Donc c'est vraiment un concept aussi de base qui est un peu déstabilisant au départ, parce qu'en fait, on va finir par aller chez la concurrence ou avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre business cœur. Mais l'objectif, en fait, c'est de connecter ces écosystèmes pour trouver d'autres moyens de générer des revenus et aussi accroître, en fait, la satisfaction des utilisateurs. À la fin, en fait, ce que je vous ai raconté, c'est quand même ce qui anime en fait la transformation digitale du groupe et la manière dont on apporte de l'innovation dans le groupe Thales. Un des objectifs, c'est donc l'ambition qu'on s'est donnée depuis 1 an et demi, c'est de construire en fait une plateforme digitale à l'échelle du groupe. Je sais pas si vous connaissez Thales ? Je parle depuis tout à l'heure de Thales, mais c'est 80 000 employés. On a fait l'acquisition de Gemalto récemment, il y a 6-8 mois. Gemalto, c'est le leader des cartes SIM. Donc en fait, la plupart des cartes SIM qui sont produites dans vos téléphones proviennent de Gemalto. Et donc ils ont un certain nombre de services sur de l'encryption, sur la gestion des identités. Voilà, là, par exemple, la manière dont on chiffre des ressources type base de données ou stockage dans Azure, par exemple, provient de Gemalto. Il y a des solutions de chiffrement dans Apple qui vient de Gemalto, etc. Donc, on est plutôt orienté IT, défense, sécurité. Et l'ambition qu'on s'est donnée d'un point de vue stratégique, c'est de maîtriser la chaîne de sécurité bout en bout, donc de l'utilisateur jusqu'à la data qui va être potentiellement partagée avec des tiers. Donc c'est un grand groupe international, et donc c'est un groupe qui est, on le verra dans les prochains slides, mais ce qui est très siloté. Et donc l'ambition qu'on s'est donnée pour la transformation digitale du groupe, c'est de créer une plateforme digitale, un écosystème qui va être partagé au travers du groupe. Donc l'idée, c'est de mutualiser des utilisateurs, mutualiser des datas pour apporter en fait des nouveaux services qui vont être consommés via Internet, via du réseau, etc. Donc c'est ça notre ambition. Et donc, je répète, pourquoi en fait elle doit être transversale et il doit en avoir une. L'objectif, c'est de mutualiser en fait les utilisateurs et les datas. Donc agréger toutes les datas à un seul endroit. Donc c'est les datas des utilisateurs. Ça va être des datas de sources de données externes, des partenaires, des streams de données qu'on peut acheter. Et tout ce qui est IoT et produits legacy qu'on fabriquait en fait depuis plusieurs dizaines d'années. Donc l'idée, c'est d'agréger toutes ces données et avoir des capacités ensuite donc de DevOps ou de DevSecOps pour apporter des features, développer un certain nombre de fonctionnalités au travers des MVP et délivrer des nouveaux services. Donc là, je vais approfondir un peu plus sur la partie plateforme. Donc, c'est une citation, c'est le gourou des plateformes. Donc, c'est: A digital platform is a trusted plug-and-play technical and business model that allows multiple participants, people and objects, to interact with each other in order to continuously create and exchange value. Cette phrase est vraiment, vraiment intéressante parce que dès qu'on parle de plateforme, les 3 quarts du temps, en fait, on revient sur une stack technologique, quel type d'open source ou quel type de service ou quel type de third party j'ai intégré sur ma plateforme. Cette citation est vraiment, vraiment intéressante parce qu'elle explique que déjà, ce n'est pas qu'une stack technologique. Le concept de plateforme n'est vraiment pas que technique, il est aussi business. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas non plus de construire une solution, mais c'est plutôt de penser utilisateur et service qu'on va fournir. Ça, c'est vraiment un gros changement dans la manière dont on vend
les capacités dans une entreprise. Et la valeur, elle ne vient pas de la brique qu'on a construite, elle vient de l'interaction en fait. Donc plus on va avoir d'utilisateurs, plus on va avoir de contributeurs, plus notre écosystème en fait va grossir et va générer des revenus. C'est vraiment ça le concept de plateforme digitale. Une manière d'imager ce concept de plateforme digitale, donc c'est ce schéma, hein, mais une manière c'est aussi de parler d'architecture data. Dans les architectures data, vous connaissez certainement bien, c'est sur des architectures big data notamment, on a tout ce qui est pipeline. Donc un pipeline de données, c'est une manière de collecter la donnée, de processer la donnée, donc ça va être la corréler, la parser, détecter les choses dans ce flux de données. Et ensuite, c'est à partir de ces données qui ont été traitées, créer une vue qui va montrer la valeur qui est contenue dans ces données. Okay. Donc quand vous avez une source de données, vous créez un pipeline de données pour montrer une vue qui montre la valeur qu'il y a dans ces données. Si vous avez une deuxième source de données, vous créez un deuxième pipeline de données pour monter une deuxième vue qui montre la valeur qu'il y a dans ce deuxième type de données. Maintenant, en fait, si vous dites « je ne veux pas d'autres données supplémentaires », maintenant je veux créer une troisième vue qui utilise les deux sources de données initiales pour extraire de la valeur de ces deux sources de données et montrer cette vue. Typiquement, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire en fait, dans toutes les compagnies en fait, qui disruptent et qui sont digitales vont toujours tester, vont faire des hypothèses, vont dire ok, tel type de données, c'est des utilisateurs différents, ça provient de deux business différents, on essaie de les agréger, créer une feature et voir s'il y a de la valeur. C'est des choses qu'on essaie tout le temps de faire. Sur la partie pipeline, en fait, dans la réalité, c'est souvent les deux pipelines qu'on a construits initialement, ils sont dans deux stacks, deux types de technologies différentes. Il y a des contraintes de sécurité qui font que c'est quasiment impossible en fait, de réunir ces deux données à part créer un troisième pipeline de données. Donc en fait, c'est pour ça que des pipelines de données, on arrive au concept de plateforme. L'objectif sur une architecture data, quand on parle de business platform, c'est d'utiliser un concept plutôt de data lake. L'objectif d'un data lake, en fait, c'est comme les deux slides avant, c'est d'agréger toute la data. La data qui vient des utilisateurs, la data qui vient des IoT, la data qui vient de partenaires externes, de la réunir à un seul et même endroit, et ensuite d'avoir des capacités en fait, à consommer la donnée pour la processer dans un second temps et créer une vue qui va montrer la valeur qu'il y a dans ces données. Dans ce mode-là de plateforme, qu'on ait 1, 2 ou n sources de données, on va la mettre au même endroit et en fait on décorrèle complètement la partie collecte et stockage des données avec la capacité à délivrer une feature basée sur un ou plusieurs types de données qui sont différentes. Donc voilà, c'est une manière en fait, d'illustrer en fait, ce qu'est le concept de plateforme. C'est vrai que ça va jusqu'à la manière de vendre une solution à en fait, des éléments qui sont beaucoup plus liés à l'architecture et à la technique. Donc ça, c'est plutôt architecture data technique. J'ai un deuxième slide qui explique plutôt la manière, par exemple sur les problématiques de maintenance. En fait, quand vous vendez des produits, des boîtiers, donc Thales, on vend quand même des satellites ou des boîtiers qui sont embarqués à bord d'avions, à la fois pour la safety et aussi pour du divertissement. En fait, à chaque fois qu'on vend un boîtier, on se doit d'offrir une fonctionnalité de maintenance. La maintenance, c'est savoir, maintenance prédictive, mais même maintenance de base, c'est est-ce que ma pièce doit être changée, c'est quoi son cycle de vie, combien ça va me coûter, et est-ce que la pièce finalement est disponible. Et à la fin, en fait, sur des gros programmes, dans Thales, on a énormément de difficultés parce qu'on a plusieurs parties de Thales qui délivrent plusieurs produits. Et à la fin, en fait, on a plusieurs services de maintenance par produit. Donc à la fin, en fait, quand on va voir nos utilisateurs, ils ont une multitude de solutions pour des produits qui sont spécifiques, mais ils n'ont jamais une vue consistante de tous les produits, enfin, une vue consistante du taux de disponibilité de tous les produits que Thales délivre, en fait. Surtout, quand je parle de programme, je peux parler par exemple du Rafale. C'est un gros programme avec des avions militaires européens. C'est une bonne illustration. Sinon, on a aussi Galileo, c'est le système de GPS européen. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont énormes. On a beaucoup de parties de Thales, des business lines qui travaillent en fait et qui délivrent des solutions spécifiques pour répondre à des besoins. Et donc à la fin, on a vraiment une difficulté à avoir quelque chose de consistant.
Donc là, avec le concept de plateforme, l'objectif c'est de réunir tout ça, de fournir en fait, d'agréger l'intégralité des datas qui viennent de différents produits, et ensuite de fournir un service de maintenance qui va être consistant et qui va être basé sur l'intégralité des données qui ont été générées par des produits qui sont très très différents. Ok. Peut-être une autre manière d'illustrer aussi ce schéma, c'est aujourd'hui, en fait, quand vous vendez un produit, vous vous attendez en fait à un utilisateur qui est spécifique. Par exemple, pour Thales, nous, un grand défi, c'est qu'on a des business lines qui sont orientés par segment. On a des parties de Thales qui vont travailler pour l'aéro, on a des parties de Thales qui vont travailler pour la cybersécurité, on a des parties de Thales qui vont travailler pour la défense, et chacun, en fait, développe des solutions qui sont spécifiques à ce segment. Sauf qu'à la fin, une boîte comme Thales, avec 80 000 employés, notre target, c'est pas le gars qui veut juste faire de la cyber. C'est pas juste une petite entreprise qui va faire de l'aéro. Notre target, à la fin, c'est un gouvernement, c'est une ville, c'est une airline. Une airline, maintenant, elle a ses avions, elle a des terminaux dans des aéroports, elle va vouloir en fait maîtriser la journée du passager depuis chez vous, depuis une application mobile, avec des services personnalisés, jusqu'à la fin avec votre commande de taxi. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que une grande boîte comme Thales, son objectif, en fait, c'est de délivrer des services qui sont plus spécifiques à des segments. Et donc là, c'est primordial, en fait, de réunir les données et avoir les capacités qui sont à peu près homogènes pour délivrer des services qui sont beaucoup plus consistants et qui permettent de lever en fait, des silos qu'on a dans notre organisation et fournir des services supplémentaires. Donc une manière de représenter en fait, donc notre plateforme digitale. Donc souvent, il doit y avoir en fait, plusieurs couches parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes exigences en fonction du niveau où on se place dans cette plateforme. Donc la plateforme, moi je préfère l'appeler de écosystème. Plateforme, souvent, c'est ambigu. Personne ne sait vraiment ce que c'est. En fonction du point de vue, c'est très très compliqué. Donc, la notion d'écosystème, c'est plus compréhensible. Il y a des gens qui contribuent à cet écosystème, et c'est vraiment ça l'idée clé de la plateforme. Donc, en fait, là, on a ce qu'on appelle nous un layer cake, quoi, une lasagne. Donc, on a 3 couches différentes. La première, c'est avoir des fondations. Ces fondations, c'est pas négociable. Elles doivent être mutualisées au travers de tout le groupe. L'objectif, c'est d'avoir des capacités de sécurisation, donc avec de l'IAM, de la gestion d'identité. On va avoir des capacités comme des data lakes. Le data lake, l'objectif, c'est de partager toutes les données sur cet écosystème. Donc, en fait, ça va faire partie de la fondation. On va ensuite développer des outils d'ingénierie, donc tout ce qui est CI/CD, audit de code, déploiement dans des environnements conteneurisés. Donc ça, c'est vraiment des capacités qui ne sont pas spécifiques à un segment, pas spécifiques à un utilisateur. Donc on va développer toutes ces capacités à la base. Ensuite, on top of, on va avoir ce qu'on appelle des domaines plateformes. L'idée, en fait, c'est de spécifier ces briques, ces building blocks, à des segments particuliers. Par exemple, sur le format des données, quand on va mettre des données dans un data lake, suivant si c'est des images, suivant si c'est plutôt des time series, des données en fait d'IoT. Il y a des petites spécificités en fait en fonction du segment, et donc on va essayer de capitaliser la manière dont on traite ces données dans une brique qui est plutôt orientée domaine. Et ensuite, on top of, on a des environnements qui vont être très très différents. Donc suivant si on veut développer plutôt un MVP, plutôt replatformer une solution existante ou juste tester des choses dans un bac à sable. Okay. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce concept de plateforme, c'est que donc on mutualise un certain nombre de capacités pour les partager au travers du groupe. Et il y a 2 choses qui s'opposent. Vous voyez, en bleu, la base, c'est vraiment une fondation. L'objectif, c'est d'avoir vraiment de la transversalité dans une entreprise. Et ensuite, on a plutôt les segments, donc des choses qui sont beaucoup plus verticales. Et donc l'objectif, c'est de remonter quand même à des utilisateurs. Ça paraît bête, ce que je raconte, mais c'est un grand défi dans la plupart des architectures d'entreprise, des petites boîtes comme des grandes boîtes. C'est est-ce qu'il est préférable en fait, de partir d'un concept pour dire moi j'ai besoin de cette capacité, il faut absolument l'avoir parce que demain je vais en avoir besoin, ça va être demandé par des utilisateurs, je suis en train de me faire dépasser par la concurrence, ou bien il faut partir du besoin des utilisateurs.
l'analyse des pain points, faire une hypothèse et ensuite implémenter cette capacité. Donc c'est un vrai défi pour nous, en fait, dans Thales, de réunir en fait ces deux approches, top-down et bottom-up, pour avoir de la cohésion en fait dans l'ensemble du groupe. Et donc une des manières de réunir en fait ces deux approches qui ont l'air de s'opposer, c'est justement de créer un écosystème commun au travers du groupe pour réunir des capacités qui viennent des architectes d'entreprise et du business et aussi des besoins d'utilisateurs, et ensuite essayer de chercher des verticales pour démontrer la vraie valeur des capacités fondamentales qui sont le bas jusqu'aux utilisateurs qui vont consommer le service. Ok. Non. Finalement, on a aussi, ça c'est assez intéressant, c'est la manière de, donc, parce que je vous ai présenté quand même un monolithe, une plateforme, un écosystème. Quand je vous ai montré la Magic Quadrant d'Amazon, il y avait quand même un concept qui était intéressant, qui était comment finalement je finis par m'interconnecter avec des partenaires pour récupérer de la data, récupérer des technologies. Donc ce qu'on prône dans Thales, c'est de ne pas forcément tout faire en interne, c'est aussi d'utiliser d'autres manières d'intégrer des technologies ou des data. Et donc en fait en architecture, c'est deux concepts assez classiques. Le premier, c'est plutôt ce qu'on appelle intégration verticale, c'est-à-dire qu'on a une plateforme, on a un écosystème et on va porter la data, la technologie, le savoir-faire dans la plateforme. Donc on va le sécuriser correctement, c'est ce que nous on appelle du replatforming. C'est un vrai défi d'architecture. Ou bien on a plutôt de l'intégration horizontale. Là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser tout ce qui est API économie. Donc, en fait, faire de la consommation d'API et baser en fait des business models et de la consommation de data, la consommation de processing, en fait, avec des partenaires pour avoir un certain nombre d'échanges et construire, en fait, non pas une plateforme, mais un ensemble de plateformes qui constituent un écosystème. Ok. Merci pour la présentation. J'ai un peu d'avance. Est-ce que vous avez des questions particulières sur des parties de la présentation ou même plus généralement? Non? Bon, super. Merci beaucoup pour votre attention.